Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. L'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a reçu avant-hier vendredi, le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique. C'était à Kigali, au Rwanda, en présence des présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame. Et Viviane Aïma, notre envoyée spéciale au Rwanda. C'est une salle debout qui a applaudi, entonnant pour certaines des chants de mobilisation, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lauréate de l'édition 2018 du prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Dans la grande salle de cérémonie du Convention Center de Kigali, avaient pris place de nombreux invités, au nombre desquels plusieurs personnalités de haut rang, dont 2 chefs d'État en exercice, le président Paul Kagame du Rwanda et le président de la République Alassane Ouattara. L'ex-présidente du Libéria a reçu différents hommages, dont celui vibrant du président de la République Alassane Ouattara, qui a salué en elle les qualités de vrai leader qui a réussi en 12 ans de présidence à jeter les bases de la stabilité au Libéria, ravagé par de longues années de guerre, en dotant ce pays d'institutions démocratiques. Il a aussi souligné la contribution de l'ex-présidente du Libéria à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, grâce à la création, avec son soutien, d'un conseil conjoint de chefs traditionnels vivant des 2 côtés de la frontière ivoiro-libérienne. Ellen Johnson Sirleaf, première femme à recevoir le prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Ce prix, créé en 2007 par la fondation Mo Ibrahim, vise à honorer les dirigeants qui ont eu un impact transformatif sur leur pays, a précisé le président du comité d'attribution du prix, Dr Salim Ahmed Salim, ancien Premier ministre de son pays, la Tanzanie. Ce prix est accompagné d'une dotation financière d'un montant de 5 millions de dollars, soit l'équivalent de 2 milliards 500 millions de francs, qui sont versés de manière échelonnée aux lauréats sur une période de 10 ans. En outre, passé ce délai, le lauréat perçoit 200 000 dollars, soit l'équivalent de 100 millions de francs par mois, jusqu'à la fin de ses jours. L'ex-président du Libéria, qui fêtera ses 80 ans en octobre prochain, a annoncé qu'elle entend se consacrer désormais à la création d'un centre pour la promotion et le développement des femmes qui sera établi à Monrovia, la capitale du Libéria. Le ministère des Affaires étrangères, lui, était en mission à l'ONU, mission au cours de laquelle Marcel Amon-Ontano a participé à un panel de haut niveau et a été reçu en audience par plusieurs personnalités onusiennes, dont le secrétaire général Antonio Guterres. Les temps forts de ces activités à l'ONU avec notre envoyé spécial Michel Digré. C'est l'un des temps forts de la mission du ministre des Affaires étrangères à l'ONU. Sa participation en tant qu'invité spécial au dialogue interactif. Les échanges ont porté sur le renforcement du rôle des Nations Unies dans la consolidation de la paix. Le ministre Marcel Amon-Ontano a démontré comment la croissance économique a contribué à la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire après plusieurs années de conflit. Les Nations Unies ont aidé mon pays à consolider la paix après la crise qu'il a connue. Aujourd'hui, après la fin de la mission de l'ONUCI, le pays s'est résolument engagé à pérenniser la paix grâce à l'impact positif de son développement économique. Les résultats témoignent de cette dynamique, car 95% des réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. L'environnement sécuritaire est satisfaisant, la gouvernance s'améliore en permanence, les institutions sont stables et se consolident. L'économie est solide et génère de nombreuses opportunités pour les jeunes et les couches les plus fragiles de la société, avec un taux de croissance moyen de 8 à 9% depuis 2012. Pour Marcel Amon-Ontano, le modèle ivoirien de sortie de crise doit servir d'exemple. L'expérience ivoirienne en matière de consolidation et de pérennisation de la paix a vocation à être poursuivie et renforcée. Elle enseigne qu'il est possible de construire une paix durable, dans le respect de la démocratie et des droits humains, même après une grave crise. Après ce panel, le ministre ivoirien des Affaires étrangères
a eu des audiences avec plusieurs personnalités onusiennes, dont Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU. Marcela Montano a également été reçue par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Faisant le point de cette mission, il s'est prononcé sur le rôle que la Côte d'Ivoire entend jouer au sein du Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des 15 pays qui décident de l'avenir du monde. Nous exécutons notre mission pendant ces 2 ans en toute responsabilité et en toute indépendance, conformément à nos idéaux. Et les idéaux de la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est le dialogue. Quelle que soit la nature des conflits, seul le dialogue permettra de les résoudre in fine. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rappelle aux populations vivantes en Côte d'Ivoire que le lundi 30 avril 2018 est un jour ouvrable sur toute l'étendue du territoire national. Seul le mardi 1er mai 2018, jour de la fête du travail, est un jour férié, chômé et payé. Un document signé des mains de Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La 13e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture du Maroc, a ouvert ses portes depuis le 24 avril dans la ville impériale Meknès. Cette vitrine de l'agriculture marocaine a pour pays d'honneur cette année les Pays-Bas. Et avec notre envoyé spécial Noé Gnagno, un tour des stands de la Côte d'Ivoire, la cible, les consommateurs du café et du Gabon qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Notre terre, notre richesse, vérité démontrée par le Maroc depuis 13 ans, qu'il prend rendez-vous avec les agriculteurs d'Afrique et du reste du monde. Mais vérité aussi pour bon nombre de pays d'Afrique au sud du Sahara, présents à ce salon de Meknès. La raison, l'agriculture pèse pour la quasi-totalité de ces pays plus de 30% de leur produit intérieur brut. Comment rendre visibles les composants de cette agriculture? Les améliorer au contact des autres par les rencontres, les échanges d'expériences de toutes sortes et de toutes natures. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, est venue avec ses références, le cacao, l'anacarde, la nouvelle coqueluche, ses produits du terroir, une vitrine de présentation de sa politique de transformation des produits agricoles. Mais à Meknès, la cible 2018 de la Côte d'Ivoire, c'est surtout la conquête des professionnels du café et des consommateurs de ce produit avec une gamme de produits régionaux tracée. En même temps que nous essayons d'intensifier la production du café, nous essayons donc de relancer le potentiel des importations du café à l'étranger, notamment dans les pays comme le Maroc et d'autres pays. Je puis vous dire que les Marocains apprécient fortement le Robusta de Côte d'Ivoire. Et la preuve, c'est que par jour, nous ne servons pas moins de 60 litres de café aux visiteurs qui viennent nous rendre visite sur notre stand. Et il faut aussi savoir que la spécificité du café ivoirien, c'est que ces terroirs ont pu être identifiés avec des saveurs spécifiques. Nous avons par exemple dans la région de l'Antilope, nous avons le terroir de la Nawa, de l'Indénié, du Bélier, du Tonkui et surtout du Sanwi. Donc tous ces 7 terroirs-là ont des spécificités qui peuvent intéresser des opérateurs dans le café au Maroc. Comme la Côte d'Ivoire, le Gabon a fait le déplacement de Meknès. Dénominateur commun de ces deux pays, rendre visible le potentiel gabonais, mais surtout hisser l'agriculture gabonaise à un niveau appréciable avec les expériences des autres. Le Gabon s'est résolument engagé vers la transformation de son agriculture. C'est une exigence aujourd'hui. Nous avons un grand programme, je veux dire, le programme Graines que le Gabon a lancé. C'est un peu le plan Marshall dans le secteur agricole. Ce programme aujourd'hui connaît une réussite et nous voulons faire partager ce programme-là à tous les participants du Salon international de l'agriculture parce que nous pensons que l'agriculture peut être le nouveau pétrole du Gabon. Voilà qui prouve bien que notre terre, notre richesse à Meknès va devenir le nouveau pétrole du Gabon en Côte d'Ivoire. C'est une lapalissade parce que c'est connu et admis de tous que le succès de ce pays repose sur l'agriculture.
Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Noël Gnagno. Ici en Côte d'Ivoire, 800 nouveaux étudiants viennent de faire leur rentrée à l'Institut national de la formation sociale. C'était jeudi dernier, 26 avril, en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Le thème de cette rentrée académique 2018 est le rôle des travailleurs sociaux dans la vulgarisation des filets sociaux productifs. Le reportage est signé Sephora Zegui dans un récit de Patricia Omouetia. 800 nouveaux étudiants font leur entrée à l'Institut national de la formation sociale INFES. Cet institut est le seul qui forme les travailleurs et cadres du domaine social en Côte d'Ivoire. Le rôle des travailleurs sociaux dans la vulgarisation des filets sociaux productifs. C'est le thème de cette rentrée académique 2017-2018 des étudiants de l'INFES. Nous ne pouvons parler de filets sociaux productifs sans évoquer le rôle social du travailleur social, car de sa compétence et de la qualité de son intervention dépendent les résultats tangibles pour la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des populations. C'est pourquoi nous, étudiants, nous ne prouvons aucun embarras pour affirmer notre volonté à nous former. Les conditions de vie et de travail des étudiants aujourd'hui améliorées. Toutefois, quelques préoccupations demeurent, selon Mamadou Traoré, directeur de l'Institut. Ce sont entre autres la réhabilitation de la cité des étudiants et la construction d'une nouvelle crèche. Pour sa part, Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a félicité l'INFES pour la réussite du projet Filets sociaux productifs. Un projet qui consiste à donner sans contrepartie un montant de 36 000 francs CFA par trimestre à 35 000 ménages ciblés parmi les plus pauvres dans les zones centre, nord et ouest du pays. Il appelle ses étudiants à être des modèles. Il faut suivre une formation diplômante pour devenir ce professionnel désireux de vivre l'aventure de la rencontre, pour devenir cet amoureux du travail en équipe qui sert sans se lasser l'intérêt général. L'Institut national de la formation sociale existe depuis 1966. L'Institut a formé depuis sa création 12 157 élèves fonctionnaires. Un mot de sport à présent. Le formateur français Jean-Marc Guilou est à Abidjan. Il a animé hier matin une conférence de presse pour présenter le projet C'est Jeunes. Un projet mis sur pied par la FIF, la Fédération ivoirienne de football, afin de relancer le football ivoirien. C'est un reportage signé de nos confrères de RTI Sport. Positionner la Côte d'Ivoire dans les 15 années à venir sur la shortlist mondiale des meilleurs pays de football, c'est l'objectif que veut atteindre la Fédération ivoirienne de football qui a décidé, à travers son département C'est Jeunes, de confier la formation des jeunes à l'Académie Jean-Marc Guillou. C'est un projet qui me tient à cœur et parce que je pense que ça n'a jamais été fait en Afrique. Et en Afrique, je pense que c'est une terre qui devrait... Enfin, un continent qui devrait, surtout l'Afrique noire, qui devrait avoir vraiment une place privilégiée dans le Gotha du football. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Nigeria, tous ces pays bien organisés devraient être parmi les meilleurs pays du monde. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Afrique. Jean-Marc Guillou, un nom bien connu en Côte d'Ivoire et dans le monde du football. Le formateur français aura pour mission de donner à la Côte d'Ivoire de nouveaux joueurs de classe mondiale après la génération des académiciens. Surtout, faire de la Côte d'Ivoire un modèle pour les autres pays. Le projet C'est Jeunes consiste à organiser une série de compétitions avec des jeunes, regroupés par catégorie de poids et d'âge. Il concernera les jeunes garçons et les jeunes filles. La phase pilote démarrera à Abidjan et à terme s'étendra aux villes de l'intérieur du pays afin de couvrir à l'horizon 2030 tout le territoire ivoirien. Nous allons refermer ce journal avec l'actualité internationale. C'est en bref. Deuxième femme à être devenue présidente d'un pays africain, Joyce Banda espère remettre son mouvement politique, le People's Party, en ordre de marche, malgré les accusations de corruption qui pèsent toujours contre elle. De retour au pays, l'ancienne chef au pays, le Malawi donc, l'ancienne chef d'État est toujours présidente de son mouvement, mais elle n'a pas précisé immédiatement quelles étaient exactement ses ambitions
conditions politiques. Des élections nationales doivent d'ailleurs avoir lieu dans un peu plus d'un an au Malawi et Joyce Banda doit s'exprimer ce dimanche lors d'un meeting politique. La Corée du Sud a affirmé ce dimanche et confirmé ce dimanche que Kim Jong-un s'était engagé lors du sommet historique de vendredi à fermer le site d'essai nucléaire souterrain utilisé jusqu'ici par son régime à Punggye-ri. Le maître de Pyongyang souhaiterait le faire en mai prochain sous les yeux d'observateurs américains et sud-coréens ainsi que de journalistes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.